retrouve pour la deuxième partie sur les lieux d'habitat des espèces. Les forêts. Les forêts tempérées et boréales. Menacées elles aussi. Lorsqu'on parle de menaces sur les forêts du monde, on pense souvent aux forêts des régions tropicales. Mais ces forêts ne sont pas les seules à être menacées. Dans les régions tempérées et boréales également, les forêts souffrent de certaines activités de l'homme. Appauvrissement biologique. La situation peut paraître étrange. La superficie boisée est en augmentation dans la majorité des pays d'Europe du Nord et d'Europe centrale depuis près d'un siècle. Pourtant, scientifiques et conservateurs de la nature tirent souvent la sonnette d'alarme par rapport à la conservation de ces forêts. S'il est vrai qu'en termes de superficie, les forêts tempérées et boréales d'Europe ne sont guère en danger, c'est surtout leur qualité qui a fortement décliné au cours du XXe siècle. Certaines n'abritent plus qu'un faible pourcentage des espèces animales et végétales qu'elles hébergeaient à l'origine. Les méthodes d'exploitation forestière sont la cause principale de cet appauvrissement. Plantation en masse d'une même essence d'arbres, élimination systématique des arbres morts, etc. Le pourcentage de forêts protégées sous forme de réserves naturelles en Europe est d'à peine 1%. Pluie acide. La pollution industrielle peut aussi entraîner la mort des forêts. En Europe du Nord et centrale, de grands massifs boisés ont été gravement affectés par les pluies acides. Provoqués par le rejet massif de gaz industriels dans l'atmosphère, ces gaz redescendent sur Terre avec les précipitations et finissent par faire mourir en masse les arbres. Avec la mise hors service des installations industrielles les plus vétustes en Europe centrale, ce problème a heureusement perdu de sa gravité à l'heure actuelle. Coup en règle. Et en dehors de l'Europe, certaines forêts tempérées et boréales sont soumises à la même surexploitation que de nombreuses forêts tropicales. Cela se vérifie principalement en Russie. Après l'effondrement du système communiste, la situation économique désastreuse de cet immense pays pousse les gens à exploiter le plus rapidement possible toutes leurs ressources, y compris la forêt. En Sibérie, d'énormes étendues de forêts sont ainsi coupées pour alimenter la demande de bois de pays comme le Japon. Et en plusieurs pays d'Amérique du Sud, les forêts tempérées font l'objet d'une exploitation exagérée, comme les forêts naturelles d'Alers, un arbre qui peut vivre plusieurs siècles au Chili. Toujours la chasse. Si la chasse est bien gérée et contrôlée dans la majorité des pays européens et en Amérique du Nord, il n'en va pas toujours de même en Asie. Plusieurs espèces habitant les forêts tempérées ou boréales disparaissent rapidement suite à la chasse exagérée dont elles font l'objet. C'est le cas notamment du tigre de Sibérie, de l'ours brun dans certains pays d'Europe de l'Est, etc. Et le retour des grands prédateurs, loups, lynx, ours, dans plusieurs pays d'Europe occidentale, s'accompagne d'une vive opposition de la part de certains milieux de chasseurs et d'éleveurs qui refusent de voir réapparaître ces animaux. Changement du climat. Mais une autre menace sournoise met en danger l'avenir de la forêt boréale. Le changement climatique, les spécialistes prévoient que c'est dans les régions nordiques de la planète que les effets du réchauffement climatique seront sans doute les plus dévastateurs. Ils craignent que l'élévation des températures provoque des modifications importantes dans la structure des forêts, surtout les forêts du Grand Nord, et la disparition de nombreuses espèces. Dans d'autres forêts plus au sud, le réchauffement pourrait favoriser l'action de parasites et de maladies et entraîner la mort des arbres. 1% de la forêt méditerranéenne
part en fumée chaque année. Au feu. Le bassin méditerranéen abrite un type de forêt particulier où dominent les conifères et les chênes de diverses espèces, et dont le sous-bois est riche en plantes aromatiques. L'homme se mit à exploiter et à détruire ces forêts dès la plus haute antiquité. C'est à cette exploitation vieille de plus de 20 siècles que l'on doit les paysages ouverts qui caractérisent tant de régions de Méditerranée. À l'heure actuelle, les forêts qui ont réussi à traverser les âges sont menacées par l'urbanisation, surtout le long du littoral. La plantation en masse d'arbres originaires d'autres régions, comme l'eucalyptus, le surpâturage par les moutons et les chèvres, ou encore par les incendies. Chaque année, des milliers d'hectares de forêts méditerranéennes sont détruits par les flammes et le rythme des incendies, et telles que ces forêts n'ont pas toujours le temps de récupérer. Prise de conscience. La protection des forêts tempérées passe obligatoirement par une prise de conscience de la population dans les pays riches. Alors que la plupart d'entre nous s'inquiètent en s'entendant dire que le tigre disparaît des forêts d'Asie, on trouve généralement normal qu'il n'y ait pas ou plus d'ours ou de loups dans les forêts où nous aimons nous promener le dimanche. Pour que les forêts européennes retrouvent toute leur richesse biologique, il faut que chaque acteur de la société le souhaite et accepte parfois certains compromis. Alors, les zones humides. Milieux vitaux. Tous les êtres vivants de la planète ont besoin d'eau. Les espèces marines sont les seules à pouvoir utiliser l'eau salée, tandis que les autres dépendent de l'eau douce pour leur survie. Pourtant, les milieux d'eau douce sont gravement menacés par le développement et continuent à être exploités à outrance partout dans le monde. Les spécialistes estiment que la moitié du moins des zones humides d'Europe a été détruite en moins d'1 siècle. Et les milieux d'eau douce comptent parmi ceux dont la diversité biologique est la plus menacée. 30 à 40% des espèces des zones humides sont disparues ou sont en danger à l'heure actuelle. Milieux étouffés. Dans beaucoup de pays, l'agriculture intensive pose un grave problème. L'utilisation d'engrais chimiques à base de nitrates et de phosphates provoque une explosion du nombre d'algues et d'autres plantes aquatiques qui étouffent alors toute autre forme de vie. Et ces produits, tout comme les nombreux insecticides toxiques couramment utilisés par les agriculteurs dans tous les coins de la Terre, s'infiltrent dans les nappes souterraines, menaçant la santé des populations qui en consomment l'eau. Les polluants chimiques provenant de l'agriculture mettent parfois des dizaines d'années avant d'atteindre les nappes souterraines et peuvent y rester présents pendant des dizaines d'années encore. Une véritable bombe à retardement. Milieux détruits. Les marais, les mares et les étangs qui faisaient autrefois partie du paysage de tant de régions dans les pays riches d'Europe, d'Amérique du Nord ou d'Asie ont souvent été détruits pour faire place à des constructions ou être utilisés par l'agriculture. L'homme ne voyait dans ces zones humides que des coins inutiles infestés d'insectes et de maladies et qui ne produisaient rien. Le drainage des grands marais a souvent permis d'y installer des cultures industrielles, mais a complètement détruit la riche vie végétale et animale qui y prospérait. Alors, milieu aménagé. Pour faciliter la navigation, pour se protéger contre les inondations ou encore pour produire de l'électricité ou s'assurer des réserves d'eau douce, l'homme s'est mis à aménager les cours d'eau depuis des siècles.
Grâce aux moyens techniques plus performants, cette emprise s'est accélérée au cours des 150 dernières années. Dans les régions développées, rares sont les grands cours d'eau à ne pas avoir été entravés par des barrages, ceinturés par des digues ou jalonnés d'écluses. Tous ces aménagements sont néfastes pour la faune des cours d'eau, dont ils bouleversent l'équilibre, bloquent les migrations. Milieux fréquentés. Enfin, les zones humides sont très convoitées par les hommes. Dans les pays riches, lacs, étangs et cours d'eau sont des lieux favoris de détente. On ne compte plus le nombre de plans d'eau aménagés pour le tourisme et les loisirs. Très souvent, ces aménagements ont entraîné la destruction des richesses naturelles de ces zones humides. Dans les pays pauvres et arides, en revanche, les rares zones humides présentes sont utilisées pour abreuver le bétail ou pour les cultures. Les animaux sauvages en sont souvent écartés, ce qui peut entraîner l'extinction locale de diverses espèces. Milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès à de l'eau potable de bonne qualité. Gaspillage. Dans nos pays, disposer d'eau courante est devenu une évidence, au point que nous ne posons plus la question de savoir d'où nous vient l'eau du robinet. La fabrication de milliers d'articles utilisés dans la vie de tous les jours nécessite des quantités colossales d'eau douce. Et notre mode de vie a fait de nous des gaspilleurs d'eau. Dans plusieurs régions du monde, les réserves d'eau douce commencent à s'épuiser et les ingénieurs doivent sans arrêt imaginer de nouveaux aménagements, comme la construction de bassins de retenue, les forages à grande profondeur, etc. Ne serait-il pas plus facile et plus sage d'éviter les gaspillages? Oui, je pense quand même. Milieux pollués. La pollution, véritable fléau de l'époque moderne, est une des plus importantes menaces affectant les milieux d'eau douce. Autrefois limitée aux régions les plus industrialisées de la planète, elle s'est répandue un peu partout. Les rejets d'eau usée des grandes villes et des usines ont empoisonné d'innombrables rivières et fleuves avant de se répandre dans les mers. Actuellement, la pollution par les rejets a diminué dans la plupart des pays riches grâce à la construction de centrales d'épuration des eaux usées. Et les industries ont souvent développé des techniques efficaces pour réduire leur pollution. L'eau de grands fleuves comme la Tamise ou le Rhin est plus propre aujourd'hui qu'elle l'était il y a 20 ans. Mais dans les pays en voie de développement rapide, comme la Chine et d'autres pays d'Asie, la pollution a transformé beaucoup de cours d'eau en véritables déserts biologiques. Depuis tout à l'heure, je vois que l'Asie, elle est beaucoup dans les problèmes des eaux, quoi. Après, il n'y a pas que l'Asie, mais je vois qu'elle y est souvent. Alors, les savanes et les steppes. Savane, steppe, prairie, pampa. Il existe dans plusieurs régions du monde de grandes étendues ouvertes, couvertes seulement d'herbes ou de buissons. Pas assez sèches pour être arides, ces zones ne reçoivent pas assez de pluie pour y permettre le développement de la forêt. Le feu joue également un rôle dans la faible densité d'arbres, ainsi que la présence de nombreux grands mammifères herbivores. Les principaux habitats herbeux sont la savane, qui couvre une bonne partie de l'Afrique, au sud du Sahara, la prairie nord-américaine qui traversait autrefois le Canada et les États-Unis, la steppe, immense zone herbeuse de quelques 4000 km de long en Asie, et la pampa, plateau s'étendant du pied des Andes jusqu'à l'océan Atlantique en Amérique du Sud. Pauvre en espèces, riche en individus.
La végétation des savanes et des steppes est pauvre en espèces si on la compare à d'autres habitats naturels comme les forêts. Ce sont souvent les plantes graminées qui dominent, composant des tapis uniformes s'étendant jusqu'à l'horizon. À cette relative pauvreté d'espèces végétales correspond une faible diversité d'espèces animales. Si le nombre d'espèces d'animaux est limité, en revanche, ces espèces s'y trouvent souvent en nombre parfois impressionnant. C'est dans ce genre de milieu que l'on peut ou pouvait assister au rassemblement de millions de grands mammifères comme les gnous et les zèbres, les bisons, les antilopes saigas ou les rennes dans la toundra arctique. On y trouve aussi quelques-uns des plus grands animaux au monde comme l'éléphant, le rhinocéros, la girafe. Nomades. Plusieurs des grandes zones herbeuses de la planète sont situées en plein milieu des continents, Asie, Amérique. Les conditions climatiques y sont caractérisées par des différences extrêmes entre les étés torrides et les hivers glaciaux. Ce facteur, de même que la pauvreté relative de la nourriture végétale, force les grands troupeaux d'herbivores à mener une vie de nomade. Pour éviter l'appauvrissement des pâturages et changer de région en fonction des saisons, il en va de même pour les hommes qui vivent depuis toujours dans les savanes et les steppes. Animaux sauvages et domestiques. La plupart des savanes et des steppes abritent des tribus nomades d'éleveurs. Même si la chasse peut apporter un point de nourriture pour ces hommes, c'est surtout le bétail qui leur sert de base alimentaire. Les habitats herbeux se présentent idéalement à l'élevage dans certaines régions. En Afrique de l'Est par exemple, les pasteurs ont toujours toléré la présence de grands mammifères sauvages. C'est le cas des célèbres Maasai et des autres tribus qui leur sont apparentées, des tribus qui ont continué à mener une existence traditionnelle jusqu'à notre époque encore. Mais de plus en plus, les troupeaux domestiques ont réduit les populations d'animaux sauvages, comme cela est le cas dans la Pampa d'Argentine, dans le Pantanal au Brésil, dans les steppes de Mongolie ou dans les pâturages d'Australie ouverts par les colons européens. Dans certaines régions, le surpâturage par un nombre trop élevé d'animaux domestiques dégrade dangereusement le couvert végétal, mettant en danger non seulement les espèces sauvages, mais aussi les hommes et leurs troupeaux. Chasser. Plusieurs espèces très populaires des étendues herbeuses sont menacées par la chasse. Cette chasse, souvent devenue illégale à l'heure actuelle, est dirigée dans la plupart des cas contre des espèces qui représentent une grande valeur commerciale sur les marchés internationaux, notamment pour leurs cornes. C'est le cas des rhinocéros en Afrique et de l'antilope saiga en Asie. Des milliers de kilomètres carrés de steppes ont été sacrifiés à la culture du coton en Asie centrale. Sacrifiés à l'agriculture. Si faune sauvage et bétail domestique parviennent encore à cohabiter avec plus ou moins de succès dans les pâturages, il n'en va pas du tout de même lorsque savanes et steppes sont accaparées par l'agriculture. La grande prairie d'Amérique du Nord, territoire des troupeaux de bisons d'autrefois, a pour ainsi dire disparu pour être sacrifiée à la culture du blé et du maïs. La faune typique qui peuplait ces grands espaces est aujourd'hui retranchée dans quelques réserves et en Asie centrale, d'immenses étendues de steppes ont été transformées en terres de culture du coton par l'ancien régime communiste à grand renfort d'irrigation. Peu d'espèces disparues. Comparativement, le nombre d'espèces disparues ou en danger de disparition dans les savanes et les steppes est assez faible.
Pourtant, ces habitats naturels ont subi des transformations parfois très importantes suite aux activités humaines. Le fait qu'un nombre limité d'espèces y soit menacé ou ait disparu tient sans doute plus au fait que le nombre total d'espèces était de toute façon moins élevé à l'origine dans ces mondes herbeux. Voilà pour cette deuxième partie des lieux d'habitat. Je te retrouve pour la dernière partie. En attendant, je te dis à la prochaine.